Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Carbone Connection, le casse du siècle. De Aline Robert. Le plus grand casse du monde est récent. Entre 10 et 20 milliards d'euros ont été subtilisés aux États européens sur le marché du carbone, sous la forme d'une escroquerie à la TVA. Malgré les alertes des acteurs de marché, l'administration a mis des mois à réagir. Pendant ce temps, de nombreuses mafias ont fondu sur la fraude, qui rapportait 20% en 2 heures. Certains fraudeurs sont devenus riches à centaines de millions. Mais au prix de 4 meurtres, un enlèvement, et de multiples épisodes de corruption, dont l'affaire du commissaire Néret. Les mecs du CO2 ont désormais les moyens d'investir dans des arnaques de taille gigantesque. Pourtant, au départ, ils n'étaient rien. C'est le cas de Frédéric, de Raphaël ou du Maigrichon. Comment, pourquoi, à quel prix sont-ils devenus des caïds du carbone? De sources officielles en confidence officieuse, l'auteur mène l'investigation depuis 3 ans et nous révèle une histoire de sang, de sous et de coups tordus. Aline Robert, diplômée de Sciences Po Paris, est journaliste indépendant. Elle explore l'actualité économique et celle des matières premières. Dès 2009, elle est la première à découvrir le casse qui a frappé le marché du CO2 et à enquêter sur le sujet. Des notes sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Prologue. Un soir de juin 2009, le bouclage s'étire en longueur dans mon journal La Tribune. Comme souvent dans ce cas, la tension monte. Tu vas encore mettre le journal en croix avec ton obsession du CO2, crie mon chef Christophe, qui commence à être un brin nerveux de l'autre côté du plateau, Open Space. Je tente de gagner du temps. Écoute, il se passe un truc, je passe encore un coup de fil. J'ai encore une demi-heure pour tenter de comprendre. Le marché du CO2, le petit dernier de la place parisienne, a visiblement un gros problème, il est fermé. Ce qui n'arrive jamais. C'est même à cela que l'on bâtit la réputation d'une place de marché, sa fiabilité. Il y a forcément un os. Et un gros. We have a technical problem that will be solved within 24 hours, m'assure le chargé de communication de Bluenext, Kéron, un anglais non francophone, une drôle d'idée pour la dernière place de marché franco-française. À Bercy, au ministère de l'économie et des finances, les communicants ne l'entendent pas de la même oreille. Ah oui, ils vous disent ça, eh bien c'est ce qu'on va voir. Il y a une fraude énorme sur ce marché, on va quand même pas les laisser rouvrir. C'est visiblement la panique. Au milieu du ring, la Caisse des dépôts, actionnaire de Bluenext et responsable du registre du CO2, ne veut surtout pas réagir. Nous n'avons rien à dire pour l'instant. J'appelle un ami dans une banque, qui travaille sur le CO2. Il est tout aussi interloqué, mais il a entendu parler de choses étranges. Il y a des mails qui circulent, une histoire de fraude à la TVA. Et puis nous, on est sans cesse appelé par des gens qui ne connaissent rien au CO2. Ils ont l'accent des banlieues, ils ne connaissent même pas le vocabulaire du marché. Et il y a aussi les volumes échangés. En un an, ils sont passés de quelques centaines de milliers à plus de 15 millions de quotas par jour. Du jamais vu sur une matière première, encore moins sur du CO2. Et forcément, Bluenext est la première place du marché de cette nouvelle matière première, c'est la première fois que des hommes tentent de donner un prix à ce gaz qui accélère le réchauffement climatique. Bluenext, qui n'arrêtait pas de se féliciter de son succès, préfère désormais se taire. Une façon de confirmer ce qu'il récuse officiellement. Il y a un vrai problème. Une fraude gigantesque. Je boucle le petit papier FISA, en prenant des pincettes. Le sujet mérite d'être fouillé, me dis-je. L'enquête va se poursuivre durant 3 ans. Sur les matières premières, ma spécialité, les arnaques se font d'ordinaire discrètes. Les manipulations de cours et autres abus de position dominante sont légion, mais sous le manteau. Cette fois, c'est autre chose. Ce n'est pas les gens du métier qui ont bidouillé le marché. Ce sont des kidams. Mais des milliers de kidams. Quelques jours plus tard, Bluenext rouvre. Et il ne se passe rien. Ou presque. Les volumes échangés, sombres comme un soufflet au sortir du four.
La TVA a été supprimée sur les quotas de CO2, ce qui limite visiblement leur attrait. Supprimer un impôt parce qu'il est fraudé. En voilà une réaction étrange au premier abord. Elle est en fait très rationnelle. L'État avance la TVA aux entreprises qui vendent un bien. Elles doivent ensuite la lui restituer. Un mécanisme imaginé pour diminuer les problèmes de trésorerie des petites boîtes. Ce n'est qu'en fin d'exercice qu'elles doivent s'acquitter de l'impôt. Le revers du mécanisme, c'est qu'il permet de piquer directement dans la caisse de l'État. Il suffit pour ça d'organiser de fausses transactions. Par exemple, acheter puis vendre un téléphone portable, non pas pour récupérer une petite marge de 5%, comme les intermédiaires le font dans le secteur des télécoms, mais pour récupérer la TVA. Une opération illégale, mais nettement plus lucrative. Elle autorise un bénéfice de 19 à 25% de la valeur du bien, selon les pays européens. Pour cela, il faut acheter hors taxe dans un autre pays, puis vendre taxes comprises dans son pays d'origine. Et disparaître avant que le fisc ne s'en aperçoive. Et ne voit rouge. Car il ne s'agit pas de manque à gagner pour le Trésor, mais de coupe franche et nette dans le budget de l'État. Les États avancent en effet systématiquement la TVA aux entreprises qui vendent. Si Darty achète des téléphones portables à un petit intermédiaire, il les achète, TVA comprise. L'État rembourse ensuite à Darty la taxe et attend que l'intermédiaire s'acquitte de sa TVA. Sur les quotas de carbone, les intermédiaires sont partis par dizaines avec la TVA qu'ils devaient à l'État. Les fraudeurs sont ainsi parvenus à empocher des milliards d'euros. En France, les premiers suspects de cette escroquerie sont arrêtés en 2009 et 2010. Entre-temps, des chiffres sont mis en face de cette fraude. Elle est titanesque. Europol l'évalue à 5 milliards d'euros. 3 ans plus tard, des experts l'estiment plutôt au double de ce montant, voire au quadruple. Et personne n'en parle. La fraude est invisible. L'impunité des services de l'État qui l'ont laissé proliférer est totale. Pourtant, de vrais millions ont changé de main. De vrais escrocs profitent de dizaines, voire des centaines de millions d'euros indûment gagnés. De vrais projets d'hôpitaux, d'écoles, de routes, n'ont pas été financés pour les mêmes raisons. Pourtant, le risque pénal de la fraude s'avère minime. S'ils sont arrêtés, les fraudeurs risquent au maximum 7 ans de prison dont ils font à peine la moitié. Soit 3 ans de prison contre des dizaines de millions d'euros. Aucun vol à main armée portant sur des sommes équivalentes n'a jamais été constaté. Mais pour le cas d'une agence bancaire, les voleurs encourent facilement des peines de prison d'une quinzaine d'années. La rançon de la violence propre aux casses à main armées. Mais il serait illusoire de croire que la fraude à la TVA sur le carbone s'est déroulée sans violence. Il y a des victimes, au sein des hommes de paille à qui l'on fait porter le chapeau. Et aussi parmi les proches des fraudeurs. Il y a enfin des meurtres. L'argent de la fraude et de l'argent sale, il fait vivre un monde dans lequel la loi du plus fort est la règle, celui du crime organisé. En donnant des ailes au hors-la-loi, les États se sont tirés une balle dans le pied. Et l'arme pointe toujours en direction de leurs jambes. Car le carbone a dévoilé au grand jour une défaillance qui perdure. Les États ne savent pas se protéger contre cette fraude. En France, la TVA représente un pactole de 10 milliards d'euros par an pour les escrocs, selon un rapport parlementaire. Au niveau européen, ce sont plus de 100 milliards qui passent chaque année des caisses des États à des comptes en banque éparpillés dans les paradis fiscaux. Des montants qui donnent le tournis. Et qui méritent qu'on s'y attarde. Qui sont ces hommes qui volent des milliards? Comment opèrent-ils? Où termine l'argent volé? Pourquoi personne ne s'interpose au pillage des finances publiques européennes? Chapitre 1. L'invention du jackpot. Des panneaux solaires au carbone. Le tramway, encore une belle idée verte. Coincé dans le trafic, malgré son 2 roues, Frédéric peste au milieu des embouteillages qui transforment le sud de Paris en champ de foire. Nous sommes au printemps 2006, les travaux de la ligne 3 du tramway se terminent, ce dont Frédéric n'a cure. Il se rend à la porte de Versailles, ce qui l'excite moyennement. Direction le parc des expositions, un lieu mi-glauque mi-beauf, blindé de provinciaux endimanchés venus vendre leurs chaudières à granulats pour le salon des énergies renouvelables.
Pas exactement la tasse de thé de Frédéric, sortie jusque tard dans la nuit la veille dans une boîte sur les champs. Mais justement, entre le loyer de l'appartement à Levallois et l'école des enfants, la pression monte. Il doit foncer sur le nouveau coup à la mode, les panneaux solaires. Les télécoms, ça commence à puer, lui a assuré son cousin Marcel la veille. Trop de monde sur le coup, trop de risques dans les tournées camions qui trimballent la marchandise d'un pays à l'autre. Il est temps de changer de crèmerie, et surtout de lâcher le réseau Euromonton. La société luxembourgeoise, au cœur du trafic de téléphone, va finir par se faire repérer vu les drôles de questions que les douaniers commencent à poser aux gens de la filière. C'est le côté rageant de la fraude à la TVA. À peine le business bien huilé, il faut tout recommencer à zéro. Changer les hommes de paille, changer de boîte, changer les adresses, histoire que tout disparaisse dans la nature. Euromonton a déjà extorqué des millions, en revendant TVA comprise des téléphones achetés hors taxe dans d'autres pays d'Europe. Depuis Schengen et la disparition des frontières, tromper les douaniers sur les quantités et la destination de marchandises qui passent d'un pays à l'autre est devenu un jeu d'enfant. Mais sur les téléphones, tout le monde le fait désormais. Il est grand temps de se calmer. Donc, direction le sud de Paris. Frédéric gare sa moto en plein milieu du trottoir sans même y penser. Ça fait longtemps qu'il ne paie plus la moindre amende. Avec les contacts qu'il a chez les poulets, ce serait le comble. Puis il fonce droit vers l'allée qui l'intéresse, celle des panneaux solaires. L'idée est de tâter le terrain, voire de rencontrer des acheteurs susceptibles de tomber dans le panneau. Dans le sud de la France, des turbins ont déjà commencé apparemment. Les mecs achètent des panneaux en Espagne hors taxe et les vendent taxes comprises à des intermédiaires dans l'Hérault et le Gard, à des artisans souvent. Ensuite, ils se débrouillent pour récupérer les subventions des collectivités locales à leur compte. L'ensemble est un peu lent et fastidieux du goût de Frédéric, qui vise plutôt de gros volumes. L'idéal serait de vendre des panneaux solaires dans la grande distribution, mais bon, il ne faut pas rêver. Il avise un installateur de panneaux solaires et commence à discuter affaires sérieusement, avec ce regard perçant, mais sérieux qui rassure ses interlocuteurs. Vous faites des marges, vous, sur les panneaux installés chez le client? Ah non, quasiment pas, au contraire. Les panneaux sont déjà très chers, donc il faut qu'on marge ailleurs. C'est plutôt sur leur installation qu'on parvient à s'en sortir. C'est vrai que c'est tout le problème. Ça vous intéresserait d'avoir des produits légèrement moins chers? J'ai de très bonnes relations avec un fournisseur chinois, assure Frédéric. Forcément, son discours séduit, et son côté gentil garçon propre sur lui fait le reste. Ce petit brin de 35 ans de corpulence moyenne est très bon acteur, il rentre dans le moule quel que soit le contexte. Difficile de croire que sa seule formation se résume à 2 ans de cap de carrosserie en banlieue parisienne. L'école, ou plutôt les classes lui glissaient dessus comme un courant d'air. Ce n'était pas son monde, ce n'étaient pas ses règles, ce n'étaient pas ses rêves. Des goïs partout, se satisfaisant de leurs leçons d'histoire nombriliste, savourant la complexité absurde de la langue française. Un contraste total avec la vie chez ses parents, des Tunisiens séfarades encore étonnés de se retrouver en métropole et qui se rattachaient autant que possible à leur passé perdu, en fréquentant assidûment la synagogue. La vie à Pantin n'avait rien de facile, les privations étaient régulières. Face aux profs à lunettes et pantalons de velours râpé, Frédéric, lui, rêvait voiture, paillettes et adrénaline. Presque sa vie d'aujourd'hui, finalement. Marié, 3 enfants, il mène grand train grâce à des combines toujours plus énormes, d'autant que la famille de sa femme l'aide en lui présentant des contacts. Mais il est en train de prendre le large, par rapport à la petite vie rangée prévue au départ. Les potes, le poker, les sorties, c'est quand même plus tentant que de rester à la maison, même avec les équipements vidéo haut de gamme qui truffent l'appartement. Et puis, c'est pour le business. C'est presque trop simple, se dit-il en empochant une carte de visite d'un installateur de panneaux. Ce qui le sera moins, c'est de faire transiter la marchandise d'un pays à l'autre. Contrairement aux puces électroniques ou au téléphone, les panneaux solaires se mêlent plus difficilement à une cargaison de vêtements ou de biscuits. Ce n'est pas les transporteurs qui manquent, mais là, il faudra en trouver des bons.
Le père de Frédéric travaillait dans une entreprise de camions en région parisienne, un milieu qu'il connaît forcément. Mais lui veut passer de l'autre côté, justement. Il n'est pas là pour se faire exploiter, comme les générations précédentes. Il a une revanche à prendre sur cette société qui a fait souffrir ses parents, qu'il a de facto exclus avec son système scolaire spécial petit blanc docile. Pour réussir, il ne lui reste que les arnaques, c'est comme ça. Jouer avec la loi, c'est inévitable. En déambulant d'une allée à l'autre, Frédéric s'interroge sur le photovoltaïque. Va-t-il vraiment décoller comme les experts le prédisent? Pour croquer de la TVA, mieux vaut noyer le poisson dans la masse de volume important. Sans quoi les rotations de marchandises à des prix inférieurs au marché ont rapidement l'air suspect aux yeux des acteurs traditionnels. C'est sur un immense stand tout blanc que le salon des énergies renouvelables devient un peu plus convaincant. Sachant que les arnaques vertes ne cessent de gagner du terrain, Frédéric tente d'en apprendre un peu plus. À Marseille, on ne parle plus que de ça. Les taux de remboursement des produits verts par l'État sont tout simplement hallucinants. Comme le lui explique un commercial d'une grosse boîte d'électricité. Pour le solaire, l'État prend en charge la moitié du prix du panneau. Et nous rachetons l'électricité à un prix garanti et 2 fois plus important que le prix normal. C'est vrai que ça fait beaucoup d'incitations, mais vous savez, l'État ne sait plus quoi faire pour réduire les émissions de CO2. Même nous, en tant que producteurs d'électricité, nous devons payer pour émettre du CO2 maintenant, avec le marché européen des quotas. Comment ça? Ben, on a un marché européen, et on doit acheter une tonne de CO2 dès qu'on en émet une tonne en brûlant du gaz ou du charbon. Ils appellent ça des quotas, comme pour le lait, sauf que les quotas laitiers ça ne s'achète pas, ils sont juste là pour donner un plafond à la production. Nous on peut émettre du CO2, tant qu'on paie les quotas qui correspondent, mais c'est un coût supplémentaire. C'est un marché dans toute l'Europe? Je crois oui, enfin faut voir, mais ça s'appelle système européen, donc ça doit concerner tout le monde. Pour Frédéric, c'est le mot européen qui joue les déclics. Ce n'est pas la première fois qu'il entend parler de quotas de CO2. À Londres, un contact Paki, un Pakistanais, lui en a déjà touché mot en lui proposant du cash s'il trouvait le moyen de pénétrer le marché parce qu'il y avait de la TVA dessus. Il s'était dit que les embrouilles avec le Pakistan et Dubaï, c'était souvent dangereux au final. Mais s'il y a vraiment de la TVA sur les quotas, ça pourrait être un pur plan. Il faudrait vérifier. Tout échange intracommunautaire, c'est de la TVA qui se balade. Sait-on jamais? Son téléphone sonne. C'est Émilie, la star de la télé qu'il a rencontrée la veille au Hustler. Inespéré. La question des quotas passe à la trappe. On va se faire du fric avec du vent. 2 jours plus tard, aux infos, un reportage sur le climat en délire lui rappelle le sujet des quotas. Il faut vraiment qu'il se renseigne. Il a déjà repéré les grandes lignes du programme. En gros, les entreprises doivent acheter des quotas chaque fois qu'elles dépassent leur niveau autorisé d'émissions de gaz à effet de serre. Le comment du pourquoi a l'air assez compliqué, mais peu importe, Frédéric va droit au but et fonce chez son pote Franck P., une espèce d'as des carambouilles. Franck se renseigne auprès d'un ami avocat, et en 48 heures les deux lascars ont les infos qu'ils recherchent. Non seulement le quota est soumis à TVA, mais en plus, il n'est pas soumis à la déclaration préalable. La surprise est totale. Le quota est vraiment un drôle de phénomène. Sur les marchés financiers, il n'y a jamais de TVA. Les actions, les obligations sont des biens immobiliers et ne sont pas soumises à la taxe, c'est sûr. Frédéric a déjà entendu parler d'histoires de TVA sur le pétrole et le blé. Il sait que pour les matières premières, c'est différent. Mais s'assurer la livraison de cargaisons de blé ou de produits pétroliers, c'est presque impossible sans être bien introduit chez les industriels. Que le CO2 subisse le même traitement, c'est plus étonnant puisque physiquement, le quota ne représente que de l'air. C'est aussi ce qui fait son charme. Il ne passe pas de frontières et n'a pas besoin d'être transporté, exactement comme une monnaie. Si ça se trouve, tu vas voir, on va se faire du fric avec du vent, rigole Franck. Sur la plupart des produits,
il faut déclarer aux douanes le passage d'une frontière. Sans quoi les douanes peuvent vous le reprocher, et si on le fait, même en mentant sur les volumes, ça les alerte forcément. Pour Euromonton, ce sont des dizaines de milliers de téléphones portables qui ont passé les douanes entre le Danemark, le Royaume-Uni et la France. Les téléphones, faciles à transporter, étaient achetés hors taxe au Royaume-Uni à un grossiste. De là, ils étaient revendus à plusieurs sociétés en France et en Allemagne, mais ne faisaient en réalité qu'un seul trajet, Londres-Copenhague. Là, les ustensiles achetés 50 € pièce en moyenne se vendent 25% plus cher grâce à l'avance de la TVA et le taux élevé de la taxe au Danemark. Bingo! Le portable acheté 50 € était revendu 60 à un revendeur qui pouvait de son côté sans problème le vendre 70. Même si les micro-sociétés impliquées n'en déclaraient pas la totalité, les mouvements risquent à un moment ou à un autre de jouer les alertes. Les douanes danoises ont déjà posé beaucoup trop de questions sur des sociétés satellites d'Euromonton. Ils s'intéressent de très près à un de ses partenaires dans cette affaire d'ailleurs. À force de creuser, Frédéric s'aperçoit que Franck est quasiment plus motivé que lui pour le projet Carbone. Pourquoi pas, après tout, on verra qui parvient à s'en sortir. La plupart de leurs potes en sont encore à des plans d'arnaque aux encarts publicitaires, ce qui les fait bien marrer. Il faut dire que c'est drôle. Les soirées poker sont blindées de ces histoires. J'appelle le mec, je lui dis « Bonjour, voilà. Écoutez, je suis un agent du fisc en disponibilité et j'ai une bonne affaire pour vous. Si vous achetez une publicité sur IT Holding, vous serez entièrement défiscalisé. » Et les mecs ils raquent. T'imagines. Entre l'un qui vend des publicités bidons, l'autre qui carotte la TVA sur du platine, le dernier métal en vogue, les bons coups ne manquent pas. Le carbone, pourquoi pas? La prise de risque a l'air vraiment minime. Devenir membre du marché du carbone, le Saint Graal. Pour l'instant, Frédéric monte seul au front. Son but, parvenir au Saint Graal, le marché des quotas. Il faudrait commencer par tester le mécanisme. Ce qui est quand même moins simple que d'acheter une baguette dans une boulangerie. Direction la Caisse des dépôts et consignations. C'est la banque de l'État, c'est aussi celle qui gère les registres de quotas de CO2, comme si une seule banque dans le pays pouvait ouvrir des comptes. C'est le premier obstacle. Dans ses bureaux du 16e arrondissement, Frédéric passe désormais ses journées à passer des coups de fil. L'administration se révèle plutôt tatillonne et demande tout de même quelques paperasses avant d'inscrire une société sur le registre magique. Il vous faut un cabis et l'historique des comptes sur les 2 précédentes années, assure une banquière au bout du fil. Frédéric décide de tenter sa chance. Il crée une société, Monceau Trade, destinée à être une société clean. Il lui confère quelques capitaux et met à sa tête son cousin Yves, c'est quand même plus prudent. De toute façon, il est encore sous le coup d'une condamnation qui lui interdit de gérer une société. L'inscription sur le registre n'est pas si compliquée. Après avoir fourni des papiers et répondu à des questions étranges sur ses motivations, il devient le 21e détenteur d'un compte de quota sur le registre français, à l'été 2006. C'est un premier succès, qui ne lui donne pas encore accès à des quotas. Pour cela, il faut soit prendre des contacts avec des industriels, soit des intermédiaires qui sont membres de PowerNext. Ou mieux, devenir membre de PowerNext. Le loup se rapproche de la bergerie. Problème, il n'a plus un centime. C'est là que ça devient compliqué. Pour récupérer de la TVA, soit 20% du prix d'une marchandise, il faut quand même une mise de départ minimum. C'est Franck qui va lui proposer la solution lors d'une soirée arrosée. T'as qu'à faire des franchises après tout. Tu vends des boîtes clés en main, tu vends le concept comme font les boîtes de fringues. C'est la seule solution. La proposition de Franck est assez intéressée. Il ferait bien du carbone, mais il se voit mal réussir le coup de force qu'a réussi Frédéric, qui consiste à convaincre des fonctionnaires de la caisse de lui ouvrir un compte de quota. Avec son passé pénal sur le trafic de voitures et le trafic de drogue, ça risque d'être un peu délicat. Même sous une fausse identité, Franck passe mal pour un honnête courtier, il le sait bien.
S'il arrive à convaincre Frédéric de lui donner la recette précise, avec les contacts à appeler et les méthodes à adopter, ça pourrait passer. Je veux bien te donner la recette, mais je te préviens, ça va te coûter cher. Préviens Frédéric qui a besoin de 100 000 € pour amorcer la pompe. T'es pas bien. Je connais déjà quasiment tout le système. Il me manque que des détails. Je vais quand même pas lâcher autant. Ben débrouille-toi. T'as qu'à t'associer avec d'autres, ça partagera les frais. Ça, ce n'est pas idiot. Il suffit de trouver des potes bankable. Ce n'est pas ce qui manque. Franck a des contacts dans la drogue et des encarts publicitaires, il devrait réunir suffisamment de cash tous ensemble pour obtenir non pas une, mais plusieurs sociétés disposant de la recette magique. Ça risque de faire pas mal de boîtes pourries sur le registre du carbone, c'est pas discret, se dit Frédéric. Mais bon, il n'a pas le choix. En plus de Franck, Samy, Yann et Marcel viennent mettre des billes dans le projet. Ils réunissent le fric nécessaire, mais en échange exigent d'avoir chacun leur société inscrite sur le registre du carbone. Histoire de garder la main. Les structures en question n'ont aucun problème à présenter un cabis à la Caisse des dépôts. Certaines viennent d'être créées, et n'ont donc pas d'historique. D'autres ont totalement changé d'objet social et présentent des comptes qui n'ont rien à voir avec le carbone, ce qui passe sans problème. Les gérants de paille et les adresses sont recrutés non pas à Paris, mais à Marseille pour la plupart. C'est grâce au coup de main de la famille de Frédéric. Les liens avec le milieu corse ne sont pas inutiles, finalement. Ça les fait même bien marrer, là-bas. Question de souvenir. Un ancêtre du milieu, un Corse qui trempait dans la drogue et la prostitution dans les années 30, entre Paris et Marseille, s'appelait Paul Carbone. Le caïd avait été un des premiers à importer de l'opium d'Asie, qui était raffiné dans des laboratoires près de Marseille, avant d'être réexpédié de l'autre côté de l'Atlantique. Tout en ayant été proxénète, dealer puis collabo, il conserve une image de caïd respecté. C'est lui qu'Alain Delon incarnait dans Borsalino. Le mot carbone, c'est bon signe. La pression monte sur Frédéric. Maintenant que les sociétés sont installées, il faudrait qu'elles puissent avoir un accès direct au marché, sans passer par les banques classiques. Il y a bien Barclays, Société Générale ou d'autres banques qui proposent du courtage sur le carbone, mais ils posent décidément trop de questions. Le mieux serait d'avoir directement accès au marché, PowerNext. Frédéric rencontre plusieurs fois le responsable du marketing de la petite société, filiale de NYSE Euronext et de la Caisse des dépôts, encore. Un peu éberlué au départ, il finit par se laisser convaincre par le bagou de son interlocuteur, qui a entre-temps sérieusement étudié le dossier. Nous allons faire de l'intermédiation, nous avons déjà des contacts chez des industriels, assure Frédéric. Après réflexion, PowerNext n'a pas de raison valable de refuser son agrément à Monceau Trade. Elle le lui accorde finalement, en décembre 2006. La société peut alors directement intervenir sur le marché, sans le moindre intermédiaire. Elle peut acheter ou vendre des quotas. Mais surtout vendre en l'occurrence. C'est tout l'intérêt de cette place de marché. Pouvoir vendre, taxes comprises et très rapidement, des marchandises achetées 20% moins cher quelques minutes auparavant. Problème, les marchandises en question ne valent plus rien. Nous sommes en 2007, soit à la fin de la première phase des quotas de CO2, qui s'est soldée par un fiasco total. En raison de leur surabondance, leur prix a sombré vers 0 €. Difficile dans ces conditions, d'en extirper un quelconque pourcentage. Il est plutôt l'heure d'anticiper la suite. Malgré les prix absurdes et la faible rentabilité de l'opération, Frédéric et ses associés testent le mécanisme. Il a déjà obtenu pas mal de fonds potentiels. Il y a les connexions de sa belle famille, les Corses à Marseille. Et puis, les cousins en Israël. Et surtout la filière londonienne, avec les Pakistanais. Après tout, ce sont eux qui ont eu l'idée au départ. Et leur machine est bien huilée, c'est clair. Au Royaume-Uni, ils se font rarement attraper. Il faut dire que prendre Dubaï comme base arrière représente un point de départ. C'est un paradis fiscal parfait et sûr. Encore faut-il démontrer l'efficacité du mécanisme.
C'est par une belle journée d'été que les affaires démarrent vraiment. Un coup d'essai comme un coup de maître. Un matin de juillet 2007, rue de la Pompe à Paris, non loin de ses bureaux, Frédéric... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.